Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Japanipedia. Et comme la dernière fois sur Japanipedia, on va parler d'un concept autour de la japanimation, à savoir les waifus. J'annonce déjà que la prochaine vidéo Japanipedia, elle sera différente, ce ne sera pas sur un concept autour de l'animation japonaise, bien qu'il y en ait plein d'autres sujets encore. Je vous ai dit que je voulais varier sur Japanipedia, et je pense que je vais plutôt parler d'une personnalité et notamment d'une mangaka qui me tient beaucoup à cœur, notamment grâce à la nouvelle sortie qui a été annoncée sur Netflix. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, et de l'une des plus grandes mangaka féminines du coup de l'histoire du Japon. Donc aujourd'hui on parle du concept de waifu. Et évidemment, comme le concept moe qu'on avait vu précédemment, ce sont des concepts qui existent déjà avant qu'il y ait une nomination. Donc c'est-à-dire avant que la communauté otaku commence à donner un nom et à dire ça c'est une waifu, ça c'en est pas une. Alors après, waifu c'est pas comme le moe où il y a des définitions typiques et une waifu doit remplir tel ou tel critère. Pas du tout, c'est très libre. Bon, je pense que si vous avez déjà entendu ce terme, vous savez pourquoi je dis ça. Mais évidemment, comme le moe, c'est donc quelque chose qui existe avant. Et même plus que ça, ce n'est pas la culture otaku en elle-même qui a fait en sorte que ce mot existe dans le langage japonais. C'est-à-dire que c'est un mot qui était utilisé avant que la communauté otaku se l'approprie. Bon, ça remonte pas il y a si longtemps que ça, et ça remonte en fait aux années 80. Il faut savoir, du coup, au Japon, pour un petit contexte socio-historique, que à la fin du XXe siècle, le Japon n'est plus dans sa grande période de gloire de la reconstruction d'après-guerre. Il faut savoir qu'après la guerre, bon, le Japon était un peu en ruine, mais avec l'explosion des naissances que le Japon a subi, comme à peu près tous les pays qui sont sortis de la guerre après 1945, eh bien l'économie va avoir un très grand boom, ce qui va aller jusqu'à porter le Japon comme étant la troisième plus grande puissance économique mondiale, jusqu'à encore très récemment, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en 2024, ils se soient fait dépasser par les Allemands, qui sont passés troisième. Mais ce qui est inquiétant dans cette situation économique, c'est que les Allemands ont dépassé les Japonais sans forcément avoir fait grand-chose pour y arriver. L'Allemagne n'est pas dans une croissance économique fulguramment étonnante, absolument démentielle, c'est plutôt le Japon qui se pète la gueule en fait. Et ça dure depuis 1988. Et donc depuis les années 80, là où le terme waifu va apparaître. Alors quel est le rapport avec la choucroute, vous allez me dire? Ah, bonne question. Et bien le rapport, c'est que à cette période-là, où l'économie japonaise montre des signes de fragilité, là où la société n'était pas en opposition avec ses fondements sociaux qui définissent comment on a des relations entre les gens, donc c'est-à-dire la culture tout bêtement, genre des gestes, des choses basiques que la société japonaise fait en sorte qu'on ait vu en principe de sa culture, comme nous on a en France ou dans n'importe quel pays du monde, c'est pas quelque chose de... C'est pas un jugement de valeur, hein, ça veut pas dire que le Japon est mieux qu'un autre pays ou moins bien qu'un autre pays, c'est juste, c'est comme ça qu'il fonctionne. Des choses que les habitants de ce pays, et les habitants de chez nous aussi pour ce qui est de la France, des habitudes auxquelles on ne se pose même pas la question de pourquoi on fait ça. C'est juste la base en fait des relations humaines dans une société donnée. Et ça peut changer en fonction des pays, bien sûr. Il peut y avoir des points communs, mais il peut y avoir des grosses différences. Et comme vous le savez, le Japon a une histoire qui est très indépendante du reste du globe. Par conséquent, sa société est assez unique. Et ses relations culturelles sont assez uniques par rapport au reste du globe. Alors que nous, on a peut-être un peu, nous, on a en tout cas plus de points communs avec nos voisins européens que le Japon a avec les autres pays asiatiques notamment. Donc, bref. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du Japon, ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est une histoire qui est évidemment très riche et très intéressante. Mais donc, dans ce contexte-là, dans une économie florissante, il n'y avait pas de raison de s'opposer au modèle social en place, et donc il n'y avait pas une espèce d'agacement ou d'incompréhension vis-à-vis de la société dans laquelle tu vis, vu qu'elle fonctionne très bien. Mais à ce moment-là, du coup, la société, l'économie japonaise ne fonctionne plus très bien, vu qu'on commence à avoir un coup de boomerang sur l'explosion de la population, et la population japonaise commence gentiment à s'effriter, et puis quelques années plus tard, va baisser. Avec l'éclatement de la bulle spéculative japonaise immobilière en 88, ça va définitivement plonger le Japon dans une phase de récession qui a eu ses moments de relance par-ci par-là, mais qui globalement, depuis à peu près, du coup, presque 40 ans, le Japon est en phase de récession ponctuelle, pas tout le temps évidemment, sinon le Japon serait déjà
en guerre civile, mais donc ils sont pas tout le temps, mais c'est assez régulier. Et donc dans ce contexte-là, il commence à avoir un agacement des couples entre guillemets modernes qui commencent à s'opposer à la société telle qu'elle est actuellement au Japon, donc à cette époque-là. Et donc, c'est là que va apparaître le terme waifu. Le terme waifu, qui est en fait tout simplement le dérivé du mot wife de l'anglais, donc qui veut dire la femme, et qui donc l'épouse, hein, donc, et l'utilisation du mot azu, qui est un dérivé de husband, donc c'est un peu voilà, pour coller à la langue japonaise, donc pour le mari. Pourquoi ces termes sont utilisés? Parce qu'ils ne sont pas connotés. Dans l'anglais, évidemment, quand tu parles de husband ou de waifu, enfin de wife, pardon, tu parles de la femme et de l'époux, point. Voilà. Il n'y a pas de connotation particulière d'une hiérarchie qui pourrait exister. Mais au Japon, avant, on utilisait d'autres termes qui étaient refusés du coup par ces époques-là. On utilisait dana pour l'homme et kanai pour la femme. Alors le truc c'est que dana, ça veut dire aussi le maître, et donc le patron, celui qui dirige, etc. Et c'est donc une connotation de la supériorité masculine, et à contrario, le kanai, ça veut dire à la maison et s'occuper de la maison, etc. Donc c'est une connotation aussi pour les femmes. Alors effectivement, aujourd'hui en 2024, la société japonaise est toujours un petit peu dans ce modèle-là, hein, ça n'a pas changé du jour au lendemain, mais une partie des couples modernes, de par le fait que le Japon est souvent une société qui agit par le silence, c'est-à-dire on a des changements sociaux, etc., qui sont un peu invisibles. C'est pas comme en France où il va y avoir des révolutions ou je sais pas quoi, des grosses manifs. C'est pas dans l'esprit japonais, ça, ni dans l'esprit asiatique de manière générale. Et donc ça, bon, je sais pas si c'est un peu cliché ce que je dis, mais globalement, dans comment fonctionne un peu le Japon en ce moment, on se rend compte que il y a quand même une rupture entre ces gens plus modernes, entre guillemets. Après, ça veut dire quoi, moderne? Ça, c'est une bonne question. Euh, qui sont du coup plus ces principes d'égalité, alors qu'il y a encore une partie, dans le même temps, une partie de l'ancienne société japonaise qui continue à fonctionner. Parce que même si l'économie japonaise s'est effondrée, et que la société japonaise ne fonctionne plus très bien avec sa chute de population, etc., on n'est pas non plus dans un pays qui est devenu en guerre civile, ou qui a fait une chute monumentale, qui est devenu un pays ultra peu développé, ou je sais pas, on n'est pas dans une chute qui est non plus apocalyptique. Enfin, on n'est pas à ce stade-là, évidemment. Et j'espère pour eux que ça n'arrivera jamais. Du coup, c'est un peu une espèce d'affrontement, etc. Mais un affrontement qui est un peu dans l'ombre, et finalement, on n'en parle pas, parce que ça se voit pas, en fait. Et donc, ces changements sociaux, et ce changement de nom, de renier, en fait, le dana et le kanai, qui sont donc des mots japonais, qui sont indicateurs de la culture japonaise, de comment l'homme est vis-à-vis supérieur à la femme, ça, c'est le principe japonais. Effectivement, le fait que des gens modernes commencent à s'opposer là-dessus, ça montre une rupture. Alors forcément, de notre point de vue en Europe du XXIe siècle, évidemment que ce mouvement-là est positif. Moi, évidemment, j'encourage ces gens modernes à prendre plus de pouvoir, et je l'espère franchement que le Japon va devenir beaucoup plus égalitaire ces prochaines décennies. Évidemment, c'est pas si simple, et ça va pas se passer aussi facilement, et il faut garder à l'esprit qu'évidemment, il y a toujours cette partie de la, entre guillemets, vieille société japonaise qui domine encore beaucoup le Japon, tout simplement parce que le Japon est un pays qui est très stable dans son territoire et dans son histoire, dans sa culture, dans ses religions même. C'est un pays qui est très stable depuis maintenant plus de 2000 ans. Et forcément, ça marque. Forcément, et c'est un pays qui est plus vieux que notre France, du coup forcément c'est difficile évidemment de tout contredire pour une population qui est établie et qui n'a jamais, excepté entre 45 et 52, été occupée par un autre État que lui, donc avec les Américains bien sûr qui ont occupé partiellement l'île japonaise entre 45 et 52. C'était une durée assez courte, ce qui a laissé le temps aux États-Unis de laisser leur trace au Japon bien sûr, évidemment. Et bien forcément, de faire que tout va se basculer et tout ça va être oublié et hop, le Japon va sortir dans une société complètement différente, ça n'arrivera jamais. On peut l'espérer ou le croire pour nous, mais nous on y croit, on est des Occidentaux, on est des Européens, donc on n'a pas un jugement qui est crédible. Moi ce que je fais c'est de l'observation, ni plus ni moins. Et qu'évidemment, moi je suis plus du côté des gens qui sont plus pour l'égalité, mais fondamentalement, ça crée des points de rupture qui sont pas forcément positifs
pour le Japon à l'intérieur de lui-même. En tout cas, c'est ce que je pense qui est en train de se passer au Japon. Après, effectivement, je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas vraiment savoir plus que ça. Bref, grosse aparté quand même, sur un peu l'histoire du Japon. Et donc, c'est comme ça que le terme waifu est apparu. Et la communauté otaku va s'approprier ce terme de waifu dans les années 2000 avec les grands forums d'internet, etc. À peu près en même temps que le moe, que l'appellation moe apparaît. Mais là encore une fois, le moe n'existe pas, apparaît pas du chapeau des animateurs en 2004 ou 2005. Évidemment, c'est juste une appellation qui est donnée. Et le waifu, c'est pareil. Évidemment, vu que la waifu, ça renvoie à l'idée de la femme dans son sens de l'épouse, c'est une projection fantasmée d'avoir comme un personnage fictif comme étant son épouse, ou en tout cas, on pourrait dire plus son crush. C'est un peu plus comme ça que ça marche, parce que c'est pas... Heureusement, il n'y a pas une grande majorité des fans d'anime japonais qui considèrent la waifu comme étant leur épouse fictive. Il y a des malades mentaux qui existent, et malheureusement, il y a des malades mentaux comme ça qui sont créateurs aussi. On pense notamment au créateur de Rent a Girlfriend, oui, cette espèce de fou, qui est amoureux de son personnage, qu'il a créé de toutes pièces, ce qui fait vraiment très très peur, et ce qui est vraiment très négatif sur la qualité de son manga, et également de l'anime derrière, qu'il est obligé de faire avec ce qu'ils ont. Et donc ça crée un Rent a Girlfriend, un anime haremique qui est vraiment très 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 problématique sur beaucoup de points. Ça, on reviendra là-dessus un jour, sur la chute de Rent a Girlfriend, qui était vraiment un concept plutôt intéressant, et qui parlait d'une partie de la société qui est réelle, que donc le fait de louer une petite amie, c'est quelque chose qui est possible dans la réalité au Japon. Alors c'est vrai que c'est des délires que nous, on a un peu de mal à comprendre, mais ça existe au Japon, donc c'est pas le créateur de Rent a Girlfriend qui a inventé tout ça en mode gros délire, non, il a repris une part qui existe. Donc. Mais utiliser ça dans un concept d'animé, enfin de manga, c'était plutôt intéressant. Enfin, moi je trouve. Mais après, c'est parti en couille. Mais pas qu'un peu. Et donc, évidemment, le concept de la waifu, qui se veut de désigner un personnage fictif comme étant son crush, un peu si on veut, c'est évidemment que ça peut s'appliquer à des personnages qui sont bien avant les années 2000, qui sont même des personnages des années 90, 80, 70 ou 60, si vous voulez. Ça n'a pas de limite, et ça n'a aucune condition. Ça ne doit pas répondre à des règles d'attitude, de fanservice, de je sais pas quoi. Il n'y a aucun critère, c'est juste toi, ton appréciation d'un personnage. Évidemment, ça peut créer pas mal de problèmes. Parce qu'on a des gens, du coup, qui sont attachés à un personnage féminin par leur attitude, par le développement narratif, etc. Et donc, c'est intéressant, vu que pour moi, en fait, la waifu est une sorte de prolongement de l'identification au personnage. Quand tu t'identifies à un personnage, tu te présentes à la place de lui, c'est-à-dire que tu te sens à sa place. Donc ça, c'est l'identification. Mais la waifu, ce serait plus comme si tu te sentais à côté. Donc si tu te projettes aussi dans l'histoire de ton personnage, pour vivre les aventures aux côtés d'un personnage que tu aimerais potentiellement s'il existait dans la réalité. Mais la plupart des fans d'anime ont tout à fait conscience de cette irréalité de la relation, et donc par conséquent, ça reste de l'ordre du délire, du fantasme, etc. Et des fois, il y en a beaucoup qui parlent de waifu avec une sorte de légèreté, un peu d'humour, etc. Et c'est pas sérieux, on le comprend bien. Mais bon, il y en a qui sont beaucoup plus sérieux, comme celui qui s'est marié avec Hatsune Miku. Alors vous me direz, Miku n'est pas un personnage d'anime, c'est vrai, mais bon, ça fait quand même froid dans le dos. Que des gens qui sont capables de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour se marier à un personnage qui n'existe pas. C'est un peu flippant, quand même. Et c'est ça le problème. C'est que, dans ceux qui désignent waifu, vu que ça englobe tous les personnages, il y a ceux qui sont vraiment attachés dans le sens qu'ils vont vraiment être amoureux et qui vont vraiment développer des sentiments pour un personnage fictif, et là ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Et d'autres qui ne sont pas vraiment dans l'optique de désignation d'un personnage pour ses qualités caractérielles, émotionnelles ou de développement narratif. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont désigner leur waifu dans le catalogue des ecchi, si vous voyez ce que je veux dire. Des Saeko, des Rias Gremory, combien de Rias Gremory j'ai vu dans les désignations waifu. Ou même une qui est désignée très souvent, qui est Zero Two, de Darling in the Franxx. Alors moi j'ai pas mal de problèmes avec Darling in the Franxx en tant que fan d'Evangelion. Ça me crève le cœur qu'on laisse un animé autant copier de légendes comme ça. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je suis désolé, le développement de Zero Two, il est quand même très douteux. Après c'est vrai que j'ai une haine avec Darling in the Franxx de manière générale, du coup, peut-être que je suis pas objectif sur la question, mais je trouve pas le personnage de Zero Two forcément très intéressant.
Surtout quand tu es dans un animé où tu dois piloter un robot avec une commande qui est littéralement une paire de fesses. À quel moment tu veux être crédible avec ça? Tu dois vraiment toucher une paire de fesses pour piloter un robot. À quel moment c'est crédible? À quel moment tu peux te pris au sérieux avec ça? Alors, le truc, pour la défense de Zero Two, c'est quand même un personnage qui a un développement caractériel qui est assez intéressant. En vrai, c'est plutôt pas mal. Moi, voilà, je suis pas dans l'incompréhension la plus totale. Mais par exemple, pour un autre exemple, on pourrait citer aussi ReZero, avec Rem et Ran. Et Rem et Ran, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiguïté entre le côté de ReZero, qui est un isekai qui est quand même assez populaire, qui est plutôt bien par rapport à la moyenne des isekai, et qui est... Mais Rem et Ran, ces jumelles, à la limite du lolicon, qui sont très fanservicés parce que ça reste beaucoup d'isekai. Pour quelle raison tu désignes Rem comme étant ton personnage féminin, comme étant ta waifu? Est-ce que c'est des questions vraiment narratives? J'en doute fort. Enfin, après, je peux me tromper, peut-être. Et du coup, ça, c'est un peu, ça dépend du spectateur. À quel moment, quel est ton critère pour désigner ta waifu? Si c'est de l'ordre du fanservice et du corps féminin, c'est un peu dérangeant aussi. Au même titre que ceux qui se sentent vraiment amoureux du personnage féminin, quelle que soit son appartenance. En ce caractère ou je sais pas quoi. Alors que du côté des personnages féminins, je dirais mieux bien écrits, enfin, des personnages qui sont bien écrits, tout dépend de ce que je veux dire, bien écrits, qui en tout cas où l'effort narratif est fait, et que donc il n'y a pas tout qui est mis sur le corps du personnage féminin, bah là j'ai envie de dire quel est le problème de désigner une waifu si tu as en plus de ça, en plus de c'est une première chose, aucun attachement amoureux réel, que donc tu es complètement détaché vis-à-vis de ça, et que donc par conséquent t'es pas dans un délire qui n'a aucun sens. Pour moi, c'est comme je l'ai dit, pour l'identification personnelle. Évidemment, physiquement, c'est pas possible de se mettre à la place d'un personnage de fiction. Mais pourtant, plein de gens le font. Mais ça ne pose pas de problème. Parce que c'est pas de la relation, parce que c'est de la mise en place. Mise à la place plutôt. Alors que la relation, vis-à-vis d'un personnage fictif, est plus dérangeant parce qu'on est plus dans une idée de relation du coup entre une personne et un personnage. Alors que l'autre, c'est plutôt une personne à la place d'un personnage. Donc dans l'opinion publique, ça pose moins de problèmes d'identification au personnage qu'à la waifu. Alors que le principe, je dirais, mental qu'il y a derrière le fait de dire ça c'est mon personnage auquel je m'identifie, ça c'est ma waifu, finalement, le concept de réflexion, pour la plupart des fans d'anime en tout cas, est relativement le même en fait. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que j'ai aucune honte à dire que ouais, waifu j'en ai. Et à vrai dire, c'est quand même difficile à désigner. Comme aussi pour l'identification personnage, pour moi c'est très difficile. Mais je vous ai déjà dit, Steins Gate est mon anime favori, et je pense que c'est peut-être par le fait que l'identification au personnage et ma waifu sont peut-être les deux en fait dans le même animé. Et est-ce que c'est parce que j'aime Steins Gate que j'ai cette réflexion-là, ou j'ai eu cette réflexion-là et donc je préfère Steins Gate? Je sais pas dans quel sens ça vient, bonne question. Mais pour moi, je m'identifie beaucoup dans Rintaro. J'ai beaucoup d'attitudes qui ressemblent à ce qu'il peut faire par moment. Donc en tant qu'identification personnelle. Et moi, honnêtement, Kurisuo Makise, c'est un personnage féminin que j'adore beaucoup. Franchement, j'en ai aucune honte à désigner waifu au Kurisuo Makise. Pourquoi? Parce que c'est un personnage que j'ai conscience que c'est un personnage qui est narrativement bien développé, et que tu aimes ou pas Steins Gate, finalement, tu reconnais quand même que on n'est pas sur un concept de fanservice ou je sais pas quoi. C'est un personnage qui est quand même bien écrit. Après, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer. Parce qu'il y a aussi le caractère tsundere. Moi, le caractère tsundere, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les animés japonais. Après, dans certaines limites, des fois ça va un peu loin, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je trouve en fait que contrairement par exemple à la Deredere qui se veut mignonne et toute gentille, la Deredere sans personnage masculin à qui s'attacher, elle ne vaut rien, elle n'est pas intéressante. Alors que la Tsundere, de par son caractère agressif, permet en fait un développement individuel beaucoup plus important. C'est-à-dire que Kurisuo Makise, elle est très intéressante pour sa relation avec Rintaro, mais elle est aussi très intéressante d'un point de vue individuel. Et pour moi, tu ne peux pas réussir un personnage féminin si tu ne lui fais pas un caractère de développement individuel. C'est-à-dire, si le personnage il vaut rien tout seul, c'est pas un beau personnage. C'est aussi simple que ça. Par contre, il doit valoir aussi quelque chose dans les relations qu'elle porte. Évidemment, il y a la relation avec Rintaro, mais il y a aussi la relation avec Mayuri qui est très importante.
Enfin bref, vous avez compris l'idée. Tout ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, le concept de la waifu ne me pose absolument pas de problème dans une certaine mesure. On est un peu comme le mori, c'est un peu le même discours. Le mori, j'ai dit que c'est bien, mais il y a le lolicon qui est pas bien, et vraiment pas bien. Il y a des limites quand même à certaines choses. Et de toute façon, l'animation japonaise, c'est ça, hein, dans l'ensemble. C'est toujours des choses plutôt positives, mais des fois, ça va trop loin. Et c'est que j'ai l'impression que dans l'animation japonaise, en fait, t'as aucune limite. Et quand tu restes en dessous de ces limites que nous, on pourrait se fixer, ça va, aucun problème. Mais quand tu dépasses ces limites, et ben là, ça fait grincer des dents. Et, et dans le cadre de la... Et ça se répercute dans les fans qui, eux aussi, par moments, sont dans les limites ou des fois les dépassent. Et ceux qui sont vraiment fondamentalement amoureux d'un personnage féminin fictif, ou ceux qui désignent leur personnage fictif comme étant juste très sexy, très belle, ou etc., ou que c'est juste une question de corps ou de fanservice, de pourquoi tu désignes ta waifu, et que c'est plus de l'ordre là de l'attachement sexuel plus que amoureux, du coup c'est pas la même chose à mon sens, bah là ça devient au-delà de la limite en fait. Parce qu'évidemment, pour moi, être attaché amoureusement à un personnage de manière platonique, de manière caractérielle ou émotionnelle, c'est tout à fait respectable, honnêtement, et ça, je pense que c'est bien. Mais par contre, d'un attrait physique et donc sexuel, c'est n'importe quoi, parce que tout ceci n'existe pas. Alors vous me direz, le caractère du personnage n'existe pas non plus. C'est pas faux, mais, euh, mais vu que c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose qui transcende un objet. Et vu que c'est mental, ce sont des idées, c'est des choses qui peuvent s'émettre au-delà d'un corps physiquement présent. Alors que le corps physiquement présent, il n'a qu'un seul aspect, c'est celui de l'aspect réel, et tu peux pas faire différemment parce que tu peux pas avoir un contact physique entre un personnage masculin, pardon, n'importe quoi. Tu peux pas avoir un contact physique entre un personnage fictif et une personne. Par contre, un contact mental, c'est possible. Et ça se fait à travers votre écran. Donc, si vous n'avez pas honte de le dire, vous pouvez désigner votre waifu dans l'espace commentaire, évidemment. Moi, je serais curieux de savoir. Moi, je suis toujours intéressé par ça. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Vraiment une vidéo qui me tenait à cœur et honnêtement j'ai eu plutôt de plaisir. J'ai quasiment pas eu besoin de regarder mes notes aujourd'hui parce que j'en ai quasiment pas pris. C'est vraiment un sujet qui est très personnel et qui tient à cœur parce que c'est vraiment un avis aussi beaucoup sur comment on voit les choses et comment le spectateur doit s'identifier à un personnage. Et pour moi, il n'y a pas de honte en fait à désigner son waifu tant que ça reste dans un cadre évidemment posé et pas dans le grand n'importe quoi, vous m'avez compris. Et sur ce, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse vidéo sur un béton, enfin, après de nombreux décalages, pour le retour du coup de l'analyse des films de ZGL pour la numéro 40 désormais. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.